tous pour ce webinaire Propage et Florilège. Alors, je vais commencer par une brève introduction aux sciences participatives et suivi de la biodiversité. Donc, ces programmes, ces deux protocoles, Propage et Florilège, ils appartiennent à un ensemble de suivi de la biodiversité qui sont réunis dans le programme qu'on appelle Viginature, donc un programme du Muséum national d'histoire naturelle et soutenu financièrement aussi par l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Donc on a une diversité de programmes qui existent pour différents types de publics, hein. Historiquement, c'est plutôt des programmes qui sont à destination plutôt des naturalistes, hein, le plus connu étant souvent le suivi temporel des oiseaux communs, mais qui demande donc d'être souvent ornithologue. On a aussi le suivi temporel des rhinocéros de France, qui est suivi des papillons de jour, suivi temporel des libellules, etc. Vigiflore aussi sur la flore. Ça, c'est plutôt les programmes historiques de Viginature à destination de naturalistes. Et ensuite, on a décliné ces programmes existants pour tout un différents types de publics, pour ce qu'on va appeler les curieux de nature, donc qui vont plutôt être entre guillemets des amateurs qui sont pas forcément des compétences naturalistes très poussées, mais qui veulent s'impliquer dans les suivis de la biodiversité, en particulier dans leur jardin. Donc plusieurs programmes aussi existent, l'opération Papillon, le Spipol, l'Oiseau des jardins, Sauvage de Maru, etc. Et ensuite, se sont déclinés ces programmes un peu grand public pour les scolaires, avec donc une attention portée à la sensibilisation ici des élèves à travers une implication des professeurs et des enseignants du primaire, du secondaire, dans des suivis de la biodiversité en classe. Donc là, il y a une déclinaison des programmes grand public. Et c'est aussi constitué une partie pour des professionnels, c'est-à-dire des gens qui font ça dans le cadre de leur travail, et en particulier, du coup, les gestionnaires d'espace, donc principalement d'espaces verts avec Propage et Florilège, et les agriculteurs aussi. On a des suivis qui sont menés par des agriculteurs sur leurs parcelles pour voir un peu l'effet des différents types de cultures sur la biodiversité. Donc, dans le cadre de Viginature, si on s'intéresse ici à nos deux programmes qui sont sur les papillons et sur la flore, Viginature, vous voyez, a différents protocoles pour différents types de publics. Sur les papillons, par exemple, là, j'ai mis en exergue un peu les programmes sur les papillons. Vous voyez que ça date à peu près tous de 2009 pour le coup. Le STERF, l'opération papillon, si je ne dis pas de bêtises, Angélique, tu me corriges si jamais. Le propage, l'Observatoire agricole de la biodiversité qui a une partie sur les papillons, datent tous de 2009. Et ceux sur la flore, pour certains, datent à peu près de la même année. Pour Vigiflore, par exemple, c'est 2009. Pour les autres, c'est un peu plus récent, Sauvage de Maru en 2011. Florilège, qui date de 2015 pour son lancement officiel, et la déclinaison en école de Sauvage de Maru en 2012. Donc, vous voyez un historique quand même derrière ces programmes qui commencent à faire un petit recul depuis leur lancement. Et l'équipe qui soutient le fonctionnement des programmes à destination des gestionnaires, donc Propage et Florilège, on a deux responsables scientifiques, un par programme, donc Audrey Muraté, qui est à l'Université de Strasbourg dans le laboratoire LIVE, laboratoire d'image ville-environnement, qui est à l'origine un peu du lancement du programme Florilège lorsqu'elle travaillait au Muséum national d'histoire naturelle à l'époque, qui est donc la responsable scientifique, et Benjamin Bergerot, qui est aujourd'hui à l'Université de Rennes dans le laboratoire EcoBio. Donc tous deux sont maîtres de conférences et qui suit du coup le propage d'un point de vue scientifique et qui lui aussi est historiquement à l'origine du lancement du programme lorsqu'il était en fin de thèse en fait au sein du Muséum national d'histoire naturelle. Donc voilà, des personnes qui sont impliquées, des scientifiques qui sont impliqués sur le suivi de ces programmes scientifiques depuis le début. Et ensuite, les personnes que je vous ai présentées au tout début, hein, au niveau de l'animation nationale, donc Angélique Daubercy de Noé, Aurélie Froger de Tela Botanica pour la partie florilège, donc Clément Gros qui est à côté de moi, qui travaille ici à Viginature IMHN et qui a un rôle un petit peu de botaniste. Et au niveau de la coordination nationale, du coup, un peu de cet ensemble, moi-même, donc Martin Jean qui travaille aussi à Viginature au muséum. Donc voilà, ça c'était pour vous faire un petit peu le contexte dans lequel s'insèrent Propage et Florilège. Et maintenant, du coup, je vais vous présenter le protocole Florilège en lui-même. Alors, on l'appelle le volet pré-urbaine parce que on le réduit souvent au terme de florilège, mais c'est vrai que ça s'intéresse plutôt aux prairies urbaines. Donc, on va voir comment ça se met en place et comment ça a été créé.
Donc le contexte de création de ce protocole, c'est qu'on observe aujourd'hui, on observe depuis maintenant quelques dizaines d'années un passage un peu d'une gestion, on va dire horticole et historique des espaces verts à une gestion qui va être plus différenciée, voire aujourd'hui à une gestion qu'on appelle écologique. Des objectifs écologiques, des objectifs de réduction des coûts avec une gestion qui va être moins intensive, donc moins de passage, donc potentiellement une réduction des coûts, des objectifs de pâturage et des objectifs aussi d'accueil du public, de demande, en tout cas du public parfois, pour une gestion un peu plus naturelle de ces espaces. Les usagers, en tout cas, parfois demandent à une gestion un peu différente de ces espaces-là. Donc pour conséquence, historiquement, il y a eu une diminution des gazons et une augmentation de ce qu'on va appeler des prairies au niveau des espaces verts. Et ça a été quelque chose que les gestionnaires d'espaces verts, alors historiquement c'était dans le 93, ont été confrontés à ces changements de gestion, à ces changements de pratiques. Et c'est une particularité de ces programmes de Viginature ici, c'est que généralement les programmes viennent plutôt des scientifiques qui vont proposer un protocole pour suivre la biodiversité. Ici, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt des gestionnaires, des participants qui sont venus voir des scientifiques, en tout cas en collaboration avec des scientifiques, pour essayer de répondre à des questions qui se posaient sur la gestion de leur espace vert. Donc c'était un peu aussi une nouveauté dans le cadre des protocoles de sciences participatives qui existaient en tout cas à l'époque. Et donc, il y a un groupe de travail qui s'est monté avec des gestionnaires et qui se posait différentes questions. Quelle définition de la prairie en milieu urbain? Comment évaluer la qualité écologique de ces milieux et leur dynamique? Donc, il y a cette notion aussi de dynamique temporelle, de d'évolution dans le temps de ces prairies-là. Donc, il se posait la question de comment suivre un peu cette évolution. Et évidemment, comment mesurer l'effet de différentes pratiques de gestion sur la biodiversité. Est-ce que si on fait une fauche tardive, comment ça joue sur notre prairie, etc. Donc, suite à ça, le programme Florilège s'est créé. Donc, il a été dans les membres fondateurs, vous voyez qu'il y a le département de la Seine-Saint-Denis parce que c'était principalement historiquement des gestionnaires du département de la Seine-Saint-Denis. Euh, Historiquement, c'était Nature Paris, mais aujourd'hui l'ARB Île-de-France qui était impliqué dans le montage aussi de ce programme. Plantes Cité, qui est un acteur majeur de la nature en ville, et le Conservatoire botanique national du bassin parisien. Donc ça, avec le Muséum et Viginature, historiquement, c'était les membres fondateurs du programme. Et du coup, qui était porté à l'époque beaucoup par Audrey Muraté, qui a du coup navigué entre toutes ces institutions. D'ailleurs, c'est assez marrant. Elle a travaillé au muséum, elle a travaillé au département de la Seine-Saint-Denis et elle a travaillé à l'ARB Île-de-France. Donc, elle a permis aussi d'insuffler cette dynamique au sein de ces différentes institutions. Donc voilà un peu pour l'historique de création de ce programme. Donc maintenant, on va rentrer un peu dans le dur du protocole, hein, plutôt la mise en place pratique, comment ça fonctionne. Donc pour mettre en place Florilège, il faut sélectionner une prairie qui fasse au moins 130 mètres carrés. Cette prairie, elle doit faire au moins 130 mètres carrés. Et sur ces 130 mètres carrés, il faut qu'il y ait une gestion uniforme faut pas qu'il y ait différents types de gestion, en particulier à l'endroit où on va réaliser le suivi, on va essayer de voir comment évolue la zone qu'on veut suivre. Et si évidemment elle a une gestion différente, enfin on est coupé en deux entre un gazon et une prairie, ça va un peu biaiser les résultats. Donc on veut une gestion uniforme. Donc lorsqu'on va choisir son site, sa prairie qu'on veut suivre, on doit remplir cette fiche qui est mentionnée à droite, là, la fiche localisation et historique. Donc évidemment, on donne un nom à sa prairie, etc. On la détermine. Et ensuite, on doit remplir l'historique de la prairie sur cette fiche. Donc l'historique, vous le voyez peut-être en petit sur votre écran, mais c'est de donner des informations sur quel est l'objectif recherché pour la prairie, par exemple. Est-ce qu'il est esthétique, de biodiversité, récréatif, de pâturage, etc. Quelles sont les informations de fréquentation qu'on peut avoir, nulles, faibles, fortes. Et en termes d'histoire du site, qu'est-ce que c'était avant de devenir un espace, par exemple un espace récréatif? Est-ce que c'était ou un espace vert? Est-ce que c'était une friche? Est-ce que c'était une carrière? Est-ce que ça a été quelque chose qui a été réhabilité pour devenir un espace vert, etc. Donc un peu toute cette historique, la date de création de la prairie qui va être suivie, etc. Et aussi tout ce qu'on sait des travaux historiques qui ont été menés pour la mise en place de la prairie. Est-ce qu'il y a eu un labour? Est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui ont pu être faites? Est-ce qu'il y a eu un travail du sol, un amendement, etc.
Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va déterminer le centre de la prairie. Donc ça, c'est important, c'est pour que tout le monde fasse à peu près la même chose pour positionner ensuite les 10 carrés qui vont être suivis ou dans lesquels on va suivre la flore. Donc on va positionner les 10 carrés. Donc vous voyez à droite sur les schémas que vous avez là, les localisations des relevés, vous avez le centre de la prairie qui est mis avec une croix. Et vous pouvez positionner les 10 carrés en deux lots de 5 mètres carrés de différentes façons selon la conformation de votre prairie de 130 mètres carrés. L'important, c'est que ces deux lots doivent être à 2 mètres du centre de la prairie et surtout, ils doivent être à 2 mètres de la bordure de votre prairie. Ça, c'est pour éviter un peu les effets de bord. C'est pour ça qu'on dit aussi de viser le centre de la prairie. Alors évidemment, on va pas forcément chercher le centre exact, mais on dit de viser le centre de la prairie parce que c'est là où il y a peut-être le moins d'influence, par exemple, d'un boisement qui va se trouver autour de notre prairie. Donc on vise le centre et on choisit l'une de ces conformations pour mettre en place nos 10 carrés qui vont être suivis dans le cadre du protocole. Ensuite, quelque chose d'assez important, comme on définit notre site, là on est en train de définir notre site, on va réaliser un schéma détaillé de la position des carrés afin de pouvoir chaque année retrouver l'emplacement à laquelle on avait placé les carrés la première année. Donc ce dessin, ça paraît parfois un peu enfantin de le faire, mais en fait c'est très important et l'idée derrière ça, c'est qu'une personne qui reprend votre fiche localisation et historique, elle va pouvoir, même si elle connaît pas le site, elle est censée pouvoir retrouver l'endroit où vous avez placé vos carrés pour qu'on puisse refaire le protocole de la même façon. Donc ça a aussi une importance si, par exemple, bah, ce suivi, il n'est pas toujours fait tous les ans par exactement les mêmes personnes. Donc cette fiche, elle est à remplir que la première année du suivi. Une fois qu'elle est faite, votre site est défini. C'est ce que vous allez suivre dans le temps, chaque année, de manière annuelle et assez pérenne, enfin, en tout cas le plus possible. Donc là, c'est des exemples de schémas. Donc c'était des scans hein, qu'on avait fait de schémas existants. Vous voyez, on donne des informations dessus, on place bien les lots. Donc par exemple, sur le site de gauche, vous voyez qu'il est plutôt triangulaire, pas très grand. Et du coup, on a décidé de placer les lots de cette façon-là, avec un lot vertical, le lot 1, et un lot horizontal, le lot numéro 2, à 2 mètres du centre. Mais comme ça, il reste bien à 2 mètres de la bordure de notre prairie. Et on place des indications de mesure. Par exemple, bah, s'il y a un arbre sur notre prairie qui est à la gauche, il est à 4,50 m du centre, et là on est à 10 mètres de la jonction entre ce bassin et l'autre zone à côté, etc. Et on met des indications de localisation. Donc lorsqu'on regarde le lot numéro 1, ça veut dire qu'on est dos au chemin qui est derrière, qui permet d'accéder à cette prairie. Donc tout ça, c'est important parce que ben, ça permet de remettre correctement les quadras, ces carrés, au même endroit chaque année pour que le suivi soit cohérent. Une fois qu'on a fait ça, on a fini avec cette fiche-là, on a défini notre site et ensuite on doit annuellement faire un relevé de la flore. Alors ce relevé, il doit être fait entre le 1er juin et le 31 juillet. Alors ces dates sont de manière assez indicative. Normalement il faut le faire dans cette période-là. En fait, c'est aussi la période où dans le nord de la France, du moins, c'est souvent dans cette période-là qu'on maximise la floraison et du coup qu'on facilite l'identification des espèces. On verra ça après. Et lorsqu'on vient faire ce relevé, évidemment, on donne des informations basiques, hein, quelle prairie on va suivre. On peut noter les observateurs, on peut noter l'heure de début, l'heure de fin de notre relevé et des informations sur la prairie au moment où on fait le relevé, la hauteur moyenne des plantes de la prairie. Donc, est-ce qu'on est à une hauteur de 1 mètre, de plus de 1 mètre ou de moins de 20 centimètres? Donc, ça, c'est important. C'est pour donner un peu une idée de dans quel type de prairie on se situe. Et les milieux bordant la prairie. Ça peut être aussi important d'avoir un peu de contexte. Par exemple, si c'est entouré de chemins, piétons, vélos, on peut s'attendre à plus de piétinement parce que bah, les gens vont venir plus facilement sur la prairie. Si c'est entouré de bois, on peut s'attendre à plus bah, potentiellement de fermeture de notre prairie, etc. Et la première chose ensuite qu'on va faire dans chacun de nos petits quadras, donc vous voyez cette fiche hein, qui défile à droite, c'est la fiche qu'on va remplir, cette fiche relevée et gestion. Donc on a ce tableau avec des cases qui correspondent, enfin des colonnes qui correspondent à chacun des 10 quadras. Et dans chacune des colonnes, on va tout d'abord mettre le nombre de tiges de ligneux qui sont présentes dans chacun des quadras. Donc ça, on compte le nombre de tiges de ligneux. Donc tiges de ligneux, hein, c'est tout ce qui a de l'écorce. Donc ça peut être aussi des rejets ou des tout petits
des tout petites graines ou d'arbres qui ont germé. Donc ça fait partie des tiges de ligneux. Des ronces aussi, ou des racines, tout ce qui passe en fait dans notre quadrat et qui est ligneux. L'idée derrière ça, hein, c'est d'un peu de voir si notre prairie est en train de se refermer. Si on a beaucoup de tiges de ligneux au milieu de nos quadrats, ça veut dire que potentiellement, sachant qu'on est au centre normalement de la prairie, ça veut dire que potentiellement, bah, cette prairie est un peu en train de se refermer, en train d'être envahie, entre guillemets, par des ligneux. Donc là, on compte le nombre de tiges de ligneux dans chacun. Donc généralement, quand on regarde un quadrat, on a l'impression qu'il n'y en a pas. Mais après, il faut aller un peu fouiller quand même en dessous des herbes, etc. Potentiellement, il y a des arbres qui sont en train de pousser. Une fois qu'on a fait ça, on va s'intéresser à noter la présence, cette fois, non pas compter le nombre de pieds, hein, noter la présence dans chacun des 10 carrés des 60 espèces qui sont à reconnaître dans le cadre du protocole florilège. Donc on a 60 espèces à reconnaître qui ne nécessitent pas vraiment de compétences botaniques. Alors évidemment, il faut s'entraîner à les reconnaître, mais les outils que je vais vous présenter juste après permettent en fait de les identifier sans avoir forcément des connaissances botaniques préalables. Alors évidemment, ces 60 espèces, c'est une liste qui a été choisie. On va voir après comment elle a été choisie. Et si vous voulez faire strictement le protocole florilège, vous n'avez pas besoin d'aller plus loin. C'est-à-dire que si vous avez une espèce dans les mains que vous ne retrouvez pas dans la liste des 60 espèces, vous n'êtes pas obligé de les noter. C'est pas très grave. Si par contre vous voulez le noter, c'est aussi possible, si vous savez ce que c'est, si vous l'avez déterminé. Donc les deux choix sont possibles. C'est ce qu'on peut voir sur cette dernière page de la fiche relevé gestion. On voit que on peut ici en haut de la fiche mettre autre plante et on peut noter le nom des plantes qu'on a vues, qu'on connaît et qui nous intéressent d'être notées lors de notre relevé. Donc en soi, on peut faire aussi un relevé si on est botaniste ou si on s'y connaît très bien en botanique. On peut faire un relevé exhaustif de toutes les plantes qui sont présentes et cette information pourra être conservée dans le cadre de la base de données de Florilège. Mais si on veut appliquer strictement le protocole florilège, on ne peut s'intéresser qu'à ces 60 espèces. Et du coup, bah, évidemment, on va jamais les rencontrer toutes en même temps sur un même site. Donc, en fait, en général, on va rencontrer 10, 12, 13 espèces maximum. Et donc, ça va quand même relativement assez vite de faire ce suivi-là. Et la dernière chose qui est importante à faire lors de le protocole, lorsqu'on va faire son relevé, c'est de noter la gestion qui a été mise en place sur la prairie pour l'année en cours, entre le dernier relevé et aujourd'hui. Quelle gestion a été faite entre le dernier relevé et aujourd'hui? Donc évidemment, on évite de faire un relevé florilège juste après une fauche, par exemple, parce que évidemment, ça va être compliqué de faire le relevé. Donc en général, ben voilà, si par contre on a fait notre relevé et ensuite on a une fauche tardive, eh ben on note qu'il y a eu une fauche tardive. Est-ce qu'il y a eu export des résidus de fauche, oui ou non? Est-ce qu'il y a eu une mise en place d'un pâturage, oui, non, etc. Et on précise du mieux possible. Donc ces informations sont vraiment capitales et extrêmement importantes d'être bien renseignées puisque la particularité des protocoles gestionnaires, hein, c'est de lier des informations de biodiversité à des informations de gestion, de pratique. Donc si l'une des deux informations n'est pas bien remplie, évidemment, bah, on perd tout l'intérêt de ces protocoles-là. Donc il faut vraiment prendre le temps de remplir correctement cette gestion et d'être sûr d'avoir les bonnes informations de la gestion qui a été mise en place. Donc les retours d'expérience qu'on a de ces dernières années sur ces suivis, donc la durée moyenne du protocole, elle est d'environ 2 heures, donc c'est une durée moyenne, c'est-à-dire que quand on débute, elle va être plutôt de 4 heures, et quand on connaît très bien son site, au bout de 3 ans, en 1 heure, ça peut être plié, parce qu'on va retrouver quand même d'une année sur l'autre, ça change pas complètement les espèces qu'on va retrouver. Du coup, ça peut aller assez vite si on se limite aux espèces de florilège, c'est-à-dire à la liste des 60 espèces. Donc en moyenne, on est autour de 2 heures, donc un relevé par an, c'est 2 heures de pratique sur le terrain, plus évidemment un peu de temps pour quand même s'entraîner, refaire un peu de botanique, enfin, de flore pour garder le niveau d'une année sur l'autre. On conseille aussi en général de réaliser ce protocole en binôme, ça facilite son application très largement. Donc, vous voyez un exemple ici, cette photo à droite, où on voit des herbes qui font quasiment 2 mètres de haut. Donc, évidemment, dans ces cas-là, mettre en place le protocole tout seul, avec parfois du matériel qui n'est pas toujours adapté à cette hauteur de végétation, ça peut être compliqué. Du coup, il y a tout à fait un fort intérêt là d'être deux. Et aussi, ça rassure lorsqu'on doit identifier les espèces, ça rassure assez fortement
d'être à deux. Ça permet de confronter les avis, etc., lors de la détermination des espèces. Donc pourquoi cette liste de 60 espèces qui a été choisie? Donc on a choisi des espèces qui sont des plantes communes dans les prairies urbaines du moitié nord de la France. Elles ont une identification simple en fleurs, donc c'est pour ça qu'il faut maximiser le moment où les plantes sont en fleurs. Donc sur cette période du 1er juin à fin juillet, on va, en tant que gestionnaire, on connaît un peu son site, on connaît un peu les plantes quand elles sont en fleurs. Donc on va essayer d'y aller au moment où elles sont le plus en fleurs. Après, on a choisi aussi des critères qui sont basés sur leur écologie. Par exemple, c'est des plantes qui vont être caractéristiques de différents types d'habitats. Donc, on a des plantes qui sont caractéristiques de gazon, qui vont être pour le coup avec une gestion plutôt intensive, des plantes qui sont caractéristiques de prairies et des plantes qui sont caractéristiques un peu de friches. Donc, c'est à peu près une dizaine d'espèces dans les 60 qui sont caractéristiques de chacun de ces types d'habitats. Donc, florilège, un des grands intérêts, c'est qu'il peut être mis en place sur un gazon pour voir par exemple la différence avec une prairie. Au sein d'une collectivité, ça peut être intéressant de montrer justement, bah, vous voyez, on n'a pas du tout les mêmes espèces entre un gazon et une prairie, et ces espèces, elles ont peut-être des rôles différents à jouer pour la biodiversité de notre ville. Aussi, on peut mettre en place florilège sur un gazon en se disant que cet espace va évoluer dans le temps, on va faire évoluer la gestion de cet espace-là, et du coup, on devrait arriver au bout de certaines années à une prairie, qui est plutôt ce qu'on appelle réellement une prairie avec de la végétation assez haute. Et du coup, on va voir le cortège d'espèces qui va changer. Et ben ça, Florilège permet de le mesurer. Et du coup, c'est quelque chose qui vraiment va permettre au protocole d'être efficace. Donc c'est vrai qu'au début, on se dit faire un relevé de la végétation sur un gazon, ça n'a aucun intérêt, mais si ça a un intérêt soit comparatif, soit d'évolution temporelle, si on change la gestion. Et le protocole est adapté à des milieux de type gazon. C'est pour ça que quand on parle de prairie urbaine, on définit ça très largement en fait en des espaces ouverts végétalisés en ville peuvent être des gazons, des prairies ou des friches. On a des plantes qui sont aussi adaptées à des sols plus ou moins riches en nutriments, donc ça renseigne par exemple sur le type de gestion. L'exemple classique, c'est l'export de résidus de fauche, hein, donc qui vont souvent enrichir le sol, et donc on devrait voir un changement des espèces présentes si le sol s'enrichit par exemple ou s'appauvrit. On a des plantes qui sont plus ou moins attrayantes pour les pollinisateurs, avec des nectars qui peuvent être plus ou moins abondants dans chacune des plantes. Ça permet, ça, de mesurer potentiellement un attrait de notre prairie pour les pollinisateurs. Et des plantes avec des cycles de vie différents, des annuels ou des vivaces. Est-ce que mon site devient plus en plus, se transforme de plus en plus en friche avec de plus en plus de vivaces ou pas? Est-ce que le pourcentage d'annuels, par exemple, diminue dans ma prairie? Ça renseigne sur l'évolution et la dynamique de mon espace. Donc voilà un peu quelques caractéristiques des espèces qu'on a choisies de la liste de ces 60 espèces qui ont été choisies. Alors les outils qui sont disponibles pour mettre en place Florilège, donc on a ces clés qui existent, donc la clé des prairies et la clé des poacées, donc qui est un complément pour tout ce qui va être les poacées, les graminées, hein, les herbes, qui sont souvent les plus compliquées à déterminer. Donc on a créé une clé spécifique qui facilite grandement leur identification. On a aussi le guide d'accompagnement et les fiches terrain qui sont évidemment disponibles en PDF pour être imprimées pour réaliser correctement le protocole. Et ces deux clés, hein, donc, qui sont disponibles en format papier, sont envoyées gratuitement aux personnes qui souhaitent mettre en place le protocole et qui le réalisent pour réaliser le protocole. Elles sont, de mon avis, évidemment, indispensables à la mise en place du protocole florilège de manière efficace, parce qu'elles vont, du coup, être limitées aux 60 espèces de florilège et donc, si on n'a pas énormément de compétences botaniques, elles permettent justement de ne pas se perdre dans l'ensemble des espèces qu'on pourrait avoir, et du coup de se focaliser sur les 60 espèces du protocole. Alors, les guides sont faits avec une identification par la forme des feuilles. Vous avez ici un retour aussi. Donc, si vous avez cette forme de feuille, vous avez la couleur de la fleur qui doit correspondre. Une identification par la forme et la couleur des fleurs, évidemment aussi, qui vous permet de voir rapidement les différents types de fleurs que vous pouvez avoir. Et sur chaque page, vous pouvez valider votre identification avec tout un tas de caractéristiques, la période de floraison, l'habitat préférentiel. Évidemment, si vous voyez une espèce qui est plutôt censée se retrouver dans un gazon alors que vous êtes dans une friche,
Vous pouvez vous attendre à ce que ça soit pas ça, la forme des feuilles. Ce qui est assez important, c'est que dans ce guide, on a aussi placé des risques de confusion, c'est-à-dire que vous allez être confronté à, ah tiens, cette espèce, elle peut ressembler à une autre, il faut vérifier certains critères particuliers et on vous explique ce qu'il faut regarder pour être sûr de ne pas faire la confusion. Donc ces guides permettent d'éviter de se tromper sur l'identification. Et la clé, du coup, pour les poissés, donc c'est une clé là plutôt dichotomique, hein, ce qu'on appelle dichotomique. On va regarder un critère, ça va nous amener à un autre critère, donc oui ou non, ça correspond. Et ensuite, on choisit le cheminement au sein de notre clé pour arriver à une espèce potentiellement qui va être identifiée. Donc une fois qu'on arrive à cette espèce sur la clé des poissés, on a des critères supplémentaires qui nous permettent de vérifier que c'est bien ça. Et on a un rappel à la clé des prairies, parce que les poissés sont aussi dans la clé des prairies, pour aller voir, par exemple, ben, est-ce qu'il y a des risques de confusion? Je suis arrivé à cette espèce, ça semble correspondre, mais est-ce qu'il y a quand même des risques de confusion? Donc je vais voir dans la clé des prairies, est-ce qu'il y a des risques et de confusion, et puis je peux valider ou non mon observation. Donc voilà, c'est un jeu d'identification qui est nécessaire sur les plantes, évidemment, entre ces deux clés, et ces deux outils sont très fonctionnels l'un avec l'autre. La plateforme en ligne, on vous présentera ça après, hein, c'est là où vous allez saisir vos données. On vous présentera ça rapidement tout à l'heure, donc comment on saisit ces données, comment on crée son site, etc. Et rapidement, je vais faire un petit bilan de participation et les outils de restitution qui peuvent exister. Donc, le protocole s'est lancé en 2015, donc vous voyez, il y a en moyenne 150 prairies qui sont suivies chaque année en France. On en a plus d'une centaine qui ont été suivies plus de 4 ans. On a beaucoup de sites qui ont été suivis qu'un an, donc ça, c'est quelque chose qui, parfois, bah, des collectivités essayent de mettre en place le protocole, mais arrêtent ensuite. Donc ça, évidemment, c'est vrai que quand on se lance dans Florilège, il faut penser quand même à un certain engagement dans le temps, parce que ben, ce suivi ont un sens s'ils sont faits chaque année, sur plusieurs années, puisqu'on peut voir l'évolution, du coup, par exemple, du cortège d'espèces ou ce genre de choses. Voilà, et vous voyez que c'est très centré actuellement sur l'Île-de-France, donc c'est pour ça qu'on essaie de développer de plus en plus des formations en région. Et actuellement, le protocole n'est pas adapté à la zone méditerranéenne, puisqu'on travaille principalement sur des espèces qui sont, du coup, la liste des 60 espèces, et pour la partie nord de la France. Donc on est en train de l'adapter, un groupe de travail qui existe pour que Florilège Méditerranée voit le jour peut-être l'année prochaine et soit définitivement arrêté l'année prochaine, enfin démarrer plutôt l'année prochaine. Mais pour le coup, le protocole peut très bien se mettre en place dans tout ce qui va être la région Aquitaine ou aussi autour de Toulouse, en discutant en tout cas avec les spécialistes botanistes du sud de la France. Le protocole en milieu urbain, avec les espèces actuelles, est tout à fait adaptable, par exemple à Toulouse ou Bordeaux ou ce genre de ville. Voilà. Donc vous voyez que globalement, c'est plutôt des collectivités qui participent, hein, c'est notre public principal, mais on a aussi des bailleurs sociaux, des établissements publics, des universités, des entreprises qui mettent en place le protocole. Donc on essaie de faire des bilans du protocole chaque année. Donc là, il y avait eu petite coupure dans l'animation, donc là, ça fait quelques années maintenant qu'il n'y a pas eu de bilan, mais on va essayer d'en sortir un cette année avec du coup les renforts qu'on a pu avoir sur l'animation nationale. Et voilà, quelques résultats scientifiques qui peuvent exister, hein, qui sont initialement le but de ce protocole, c'est aussi de comprendre à large échelle quel est l'effet un peu des types de gestion sur la biodiversité. Donc ça, c'est juste quelques exemples. On peut voir qu'en fonction de différents types de fauches, on a des résultats qui sont assez cohérents avec ce qui pourrait être attendu avec des fauches de type broyées ou coupées qui semblent avoir des effets un peu plus négatifs que le pâturage ou une fauche qui est absente. Par contre, la pression ou la durée du pâturage semble ne pas avoir d'effet, donc ça, c'était des résultats qui étaient assez intéressants. Et l'export de fauche semble aussi avoir un effet sur la diversité qu'on peut observer d'espèces, en tout cas de florilège, avec un export qui semble augmenter la diversité en espèces. Donc, dans les pressions aussi qui sont mises en place dans les prairies, qui sont étudiées dans le cadre de florilège, on voit que le type de fauche prédominant, c'est des fauches qui sont coupées ou broyées.
et qu'on a assez peu de sites finalement qui sont soit sans gestion, soit pâturés. Donc ça, c'est des choses aussi qui sont intéressantes. Donc si vous avez des sites en pâturage, c'est vrai que c'est des sites qui sont particulièrement intéressants à suivre dans le cadre de Florilège. Des résultats qu'on essaie aussi de fournir aux collectivités. Donc ça, c'est des choses qui sont pas encore fonctionnelles de manière automatique, mais qu'on va essayer d'automatiser pour que les collectivités y aient accès directement depuis leur espace en ligne. Donc c'est l'idée de fournir un peu des indicateurs de contextualisation de ces données locales de son site. Donc ici en jaune, vous avez des valeurs pour différents types d'indicateurs qui vont être l'offre en hectares, la richesse en espèces, la typicité, c'est-à-dire est-ce que c'est j'ai un pourcentage de plantes prairiales, etc. Ces différents types d'indicateurs, c'est pour une prairie, c'est en jaune, et ce qui est en noir, c'est une référence. Donc ça va être une référence généralement régionale ou nationale. Et donc on peut se comparer vis-à-vis de cette référence. Donc on voit que par exemple ce site, il a une richesse en espèces qui est moins importante que ce qu'on observe en moyenne sur les sites dans la même région. Par contre, son offre en hectare, donc les espèces qui sont présentes, semble être bien plus intéressante pour accueillir des pollinisateurs que ce qu'on observe en moyenne dans la région. Donc ça, c'est des indications qui peuvent aider le gestionnaire soit à discuter avec sa hiérarchie, soit à valoriser le fait que sa prairie, elle semble être intéressante pour les pollinisateurs, etc. Autre type d'indicateur qu'on peut avoir, hein, c'est sur la nitrophilie, le pourcentage d'annuel ou l'embroussaillement. L'embroussaillement, par exemple, il est défini par rapport au décompte du nombre de tiges de ligneux qu'on va avoir par carré. Et là, par exemple, sur ce site, c'est aussi intéressant parce qu'on voit qu'il y a très peu d'annuels alors qu'il est censé en avoir. En général, il y en a en tout cas sur les sites. Mais donc on pourrait se dire que ce site, il va plutôt être riche en plantes vivaces. Donc on va plutôt se tourner vers une friche, ce genre de choses. Mais en fait, si on regarde l'autre indicateur qui est l'embroussaillement, on voit que par contre, ce site est vraiment très riche en ligneux, entre guillemets, il y a beaucoup de ligneux par carré. Donc ça, c'est un indicateur que ce site peut-être est en train justement, pas de devenir une friche, mais plutôt de se refermer, et du coup les annuels disparaissent au profit d'espèces ligneuses. On a aussi dans ces restitutions, on organise chaque année des journées nationales florilège et propage communes qui ont lieu généralement en décembre, pardon, après le terrain et après la saisie des données si possible. Donc, c'est des journées d'échange, vous voyez, entre participants, où on a des restitutions, des présentations d'autres collectivités qui ont mis en place ces protocoles, et aussi des discussions sur les problématiques rencontrées lors de la mise en place des protocoles, les attentes, etc. Donc, c'est important d'essayer de participer à ces journées-là, parce que pour nous, c'est un retour assez inestimable sur le fonctionnement ou non du protocole, et sur les choses qu'on peut évidemment essayer d'améliorer. Voilà pour Florilège. J'espère que je n'ai pas été trop long et que vous avez pu suivre sans souci. Je ne sais pas si vous avez des questions dès à présent sur Florilège, du coup. N'hésitez pas à prendre la parole directement, hein. Je ne sais pas si Aurélie avait des choses dans le chat. Oui, il y a quelques questions dans le chat. Ok. Est-ce que vous voulez prendre la parole pour poser vos questions? Alors, il y a une personne, Émilie Roy, qui demande est-ce que ce protocole peut s'appliquer également aux prairies non urbaines? Elle dit qu'elle est gestionnaire d'espaces naturels sensibles où nous gérons des friches, anciens sites industriels, mais aussi des prairies Ouais. type prairies agricoles. Alors pour Florilège, donc je crois que j'ai reçu un email de votre part que je dois y répondre. Mais effectivement, Florilège, il est quand même plutôt adapté à des milieux urbains, donc à des prairies, on va dire urbaines plutôt, même si on a des espaces naturels sensibles, hein. Nous, on a des collectivités en Île-de-France qui gèrent des espaces naturels sensibles qui sont clairement en milieu urbain, hein. Donc ça dépend, j'ai envie de dire, où vous vous situez. Donc c'est vraiment dépendant de ça. Il faut que ça soit un milieu ouvert et qu'il soit géré, c'est le plus important. Donc en soi, pourquoi pas le mettre en place dans un ENS? Surtout si vous disiez que c'est d'anciennes type prairies agricoles, je pense que ça peut s'y appliquer.
Après, peut-être le risque dans des espaces vraiment naturels, c'est que la liste de 60 espèces soit un peu limitée dans ce cadre-là, pour voir peut-être une évolution. Ou alors il faut vraiment le commencer au début de la modification de la gestion sur ce site-là, quoi. Autre question d'Elsa Française qui demande si ces outils sont utilisables, diffusables à des acteurs privés particuliers. Elle indique qu'elle est coordinatrice des refuges LPO dans la Loire et qu'elle trouverait intéressant d'adapter la démarche à ce public qui travaille leur terrain sur le long terme. Oui, alors c'est une question qui revient de plus en plus. Euh, alors la particularité, comme je l'ai dit tout à l'heure sur Florilège, donc c'est l'idée de lier des données de biodiversité, de suivi de la biodiversité, donc là sur la flore, avec des données de gestion de pratiques qui sont mises en place. Donc le seul souci potentiel que je vois à ça, c'est que bah, si on est un acteur privé particulier, c'est que potentiellement, si on le met en place, je sais pas moi, sur un espace vert que l'on ne gère pas, qu'on n'ait pas l'information de gestion qui est mise en place. Par contre, si on a chez soi une prairie qui fait plus de 130 mètres carrés et qui est gérée de manière uniforme, et donc c'est nous qui la gérons puisque c'est chez nous, on peut tout à fait mettre en place Florilège. C'est juste qu'il faut bien renseigner ces informations de gestion et ce suivi. Donc c'est possible, ça dépend. Nous, on a même le cas de certains usagers d'espaces verts, donc c'est des cas très marginaux, hein, mais d'usagers d'espaces verts qui sont très habitués à aller dans le même espace, etc., et qui du coup réalisent le suivi. Et ensuite le reversent aux gestionnaires qui, eux, complètent en mettant les informations de gestion parce qu'eux, ils ne l'ont pas forcément. Donc, si vous avez les deux, c'est-à-dire que vous pouvez faire le relevé, vous êtes autorisé à le faire parce que c'est chez vous, quoi, et que vous connaissez bien la gestion du site, vous pouvez remplir ces deux informations. J'ai envie de dire, oui, ça pose pas de problème pour le mettre en place dans un espace privé particulier. Alors, on a plein d'autres questions. Alors, il y a plein de questions de Manon Larousse, qui est référente nature en ville et biodiversité à la mairie de Toulouse. Ils suivent déjà Propage en collaboration avec la direction de l'environnement et elle souhaiterait développer le programme Florilège afin d'améliorer leurs pratiques. Et donc, pour mieux comprendre la qualité des prairies, elle demande si le guide actuel que vous proposez est construit sur la base de la flore de la moitié nord de la France. Existe-t-il un travail en cours sur un guide adapté à la moitié sud? Donc ça, je pense que tu y as répondu en partie Ouais. dans ta présentation. Et du coup, je continue. Vous avez parlé d'une équipe de scientifiques qui ont validé le guide pour réaliser le suivi dans la région toulousaine. Comment peut-on contacter ces équipes? Euh, bah, le guide actuellement, donc on a créé un groupe de travail hein, sur le développement de Florilège, la déclinaison de Florilège Méditerranée. Et dans ce groupe de travail, il y avait des personnes du CBN, du Conservatoire botanique national de Porquerolles, donc plutôt euh, la zone est, on va dire, du sud méditerranéen, et du CBN aussi Pyrénées, Midi-Pyrénées, etc. Et il y avait quand même une distinction réelle entre la partie, on va dire, plutôt soumise aux influences atlantiques, donc c'est tout ce qui va être Aquitaine et même la zone toulousaine, qui ne semble pas nécessiter de mise à jour forcément de la liste d'espèces qui est actuellement dans Florilège. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez appliquer Florilège tel qu'il est actuellement à Toulouse sans réel souci. Ça a été validé par les botanistes du CBN du Conservatoire botanique national. Pourquoi on peut faire ça? C'est parce que les villes, en fait, ont quand même une assez grande homogénéité dans le flore, et que finalement, les espèces qu'on a choisies pour la moitié nord de la France, historiquement, elles sont en fait assez équivalentes dans ces zones-là. Par contre, pour la zone vraiment méditerranéenne, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément la zone de l'Olivier ou la zone vraiment climat méditerranéen, qui va plutôt être du coup sur le pourtour méditerranéen français, autour de la Méditerranée, là, on a quand même une assez grosse distinction de flore qui pousse à réviser un peu cette liste d'espèces. Donc là, on est en train de travailler à ça. Et une fois que le protocole Florilège Méditerranée sera sorti, ça sera ensuite à l'utilisateur et donc aux participants de choisir s'ils souhaitent appliquer le protocole Florilège Méditerranée parce qu'ils considèrent qu'il est dans une zone méditerranéenne. Ça, on laissera le choix aux participants. Ou alors il est dans une zone qu'il considère être encore sous influence plutôt entre guillemets nordique, et du coup il peut appliquer le protocole historique. Donc ça sera un peu au choix, parce qu'il y a des zones, évidemment, quand vous remontez la vallée du Rhône, vous êtes toujours sous influence très forte méditerranéenne.
Vous pouvez retrouver de la garrigue jusqu'à quasiment Montélimar, etc. Donc, dans ces zones-là, potentiellement, votre site, il est sous influence forte méditerranéenne. Et du coup, vous allez plutôt appliquer le florilège méditerranéen parce que vous considérez que c'est plus cohérent. Mais en soi, à Lyon, etc., vous pouvez appliquer aussi le florilège historique, le florilège actuel. Alors, on nous pose aussi des questions sur les zones. Est-ce que le protocole peut-il être adapté dans les zones tropicales? On a aussi la question par rapport à la montagne. Est-ce qu'il est adaptable au milieu centre-village en altitude à peu près 1000 mètres? Donc, on a ces deux Ouais. questions par rapport à... Alors pour l'adaptabilité, donc vous avez vu que le protocole est basé sur une liste de 60 espèces. Du coup, dans ce cas-là, on va avoir le même problème dès qu'on veut le décaler dans d'autres zones, zones tropicales par exemple. Il faut redéfinir cette liste. En soi, le protocole en lui-même est adaptable à peu près n'importe où. C'est juste que comme on a une liste fermée d'espèces, alors on peut compléter cette liste avec les autres espèces qu'on a vues, mais en tout cas, ces 60 espèces ont été choisies dans un but de montrer, par exemple, une évolution du milieu. Et ben, si vous êtes en zone tropicale, évidemment, les espèces qui sont actuellement dans le guide, elles vont pas très bien fonctionner. Du coup, il faut redéfinir cette liste. Donc, c'est un travail à faire, soit en interne, si vous voulez appliquer pour vous le protocole, soit ben, un travail qu'il faudrait faire à terme. Mais c'est vrai que pour l'instant, nous, on n'a pas la possibilité de décliner encore, malheureusement, ces protocoles dans les Outre-mer ou en zone tropicale. Mais dans l'idée, vous pouvez vous inspirer fortement, hein, on peut vous aider aussi là-dessus, de la méthodologie qui reste la bonne. C'est juste que la liste d'espèces ne sera pas fonctionnelle. Et pour ce qui est milieu d'altitude, il n'y a pas trop de soucis, je pense, à mettre en place le protocole. Par contre, oui, il y a peut-être cette question de date, donc ça elle se pose aussi pour la zone méditerranéenne, mais peut-être à l'inverse. C'est-à-dire que si vous montez en altitude, il va falloir peut-être viser plutôt fin juillet ou mi-juillet, parce que ça va être en retard, entre guillemets, au niveau de la floraison. Ce qui est important, c'est de maximiser la floraison des espèces qui sont à peu près dans la liste des 60 espèces pour que vous ayez plus de facilité à les identifier sur le terrain. Donc ça, c'est vraiment votre connaissance du terrain qui va être assez primordiale pour appliquer le protocole entre guillemets au bon moment pour vous faciliter la démarche. Si c'est même après juillet que vous pensez qu'il faut le faire, si vous le faites le 5 août, ça ne va pas casser le système, hein. Vous pouvez rentrer les données même si c'est après. Donc en fait, le plus important après, c'est de le faire au moment où vous pensez que c'est le mieux pour identifier le plus d'espèces. Pareil, hein, si c'est le 27 mai, c'est pas un problème. Autre question, on en a encore plusieurs. Comment peut-on déterminer ces indicateurs pour nos sites et est-ce que les moyennes sont disponibles quelque part? Alors c'est un petit peu le petit souci, c'est ce que je disais, ces outils de restitution qu'on a actuellement sont encore en développement et sont pas disponibles directement en ligne sur le site. Donc sur le site, quand vous créez votre compte, euh, un, vous avez ce qu'on appelle un panneau utilisateur avec vos espaces verts, vos relevés, vous pouvez télécharger vos données, etc. Mais vous n'avez pas encore la synthèse un peu de vos données. C'est quelque chose qu'on aimerait développer pour qu'au final, vous ayez accès à ces informations-là directement. Par contre, si vous participez depuis plusieurs années, nous, on peut venir aussi répondre à des demandes si vous avez besoin d'analyse des données, on peut essayer de répondre à certaines demandes. Alors évidemment, on est limité, nous, dans le temps et en termes de ressources humaines. Donc on ne peut pas répondre à toutes les demandes qu'on a chaque année potentiellement pour analyser un peu les données, mais on peut essayer de vous accompagner sur cette démarche-là. Voilà. Et si vous avez des compétences en interne pour analyser les données, on peut vous aider, vous accompagner et après vous laisser en autonomie, sachant que vos données sont quand même disponibles en téléchargement, évidemment, directement par vous-même. Mais voilà, c'est des choses qu'on aimerait bien mettre en place dans les 2 années à venir, que vous ayez accès à ces informations de manière un peu automatique, et c'est pas encore le cas malheureusement. On a aussi Émeric Saunois qui est gestionnaire du parc nature de Rosny-sous-Bois dans le 93 et qui aimerait avoir un soutien pour mettre en place ce protocole dans son parc. Euh, Est-ce que vous voulez prendre la parole pour donner un peu plus de détails sur le type de soutien auquel vous pensez? Est-ce que c'est un soutien par rapport à votre hiérarchie? Quel type de soutien auriez-vous besoin?
Je vous laisse mettre dans le chat parce que je sais. Moi, je vous laisse compléter dans le chat. Ouais, Euh, je pense je- qu'on va devoir peut-être, je sais pas quelle heure il est, pardon. Il est 10h20. Alors, J'ai pas d'autres. là, excusez-moi, j'ai une question. Oui, Plutôt sur la méthodologie, sur la fiche, vous avez les espaces de 1 à 10 et il y a l'espace plus oui, pour ajouter les espèces qui ne sont pas dans les carrés. oui. Moi, je suis sur les questions de comment on peut analyser après ces données et ça me pose un peu des problèmes parce que je voulais parler d'abondance en sens que ben, les espèces sont dans 10 carrés ou 5 et les espèces plus, je ne sais pas comment vous avez pensé et comment on les ajoute. Oui, bah c'est une très bonne question, très bonne remarque. Donc effectivement, hein, pour ceux qui n'ont pas vu sur la fiche, je vais essayer de revenir en arrière pour qu'on voit ça. Sur la fiche, effectivement, on peut mettre des espèces qui sont en dehors des carrés. Donc par exemple, le cas assez fréquent, c'est qu'on veut noter une orchidée qui va être sur notre prairie. On veut garder l'information qu'il y a une orchidée présente sur notre prairie, mais elle tombe pas dans les carrés du protocole. Et ben dans ce cas-là, on peut la mettre, elle est présente, mais en dehors des carrés. Et dans ce cas-là, c'est une information, donc vous voyez, c'est cette ligne grise à droite ici. Donc on peut dire qu'on a observé des espèces ou les espèces du guide en dehors des carrés. Et donc ces informations-là, c'est plus des informations complémentaires pour le gestionnaire. Donc elles peuvent être stockées dans la base de données, elles peuvent être conservées, mais elles sont effectivement difficilement analysables parce qu'elles sont faites hors protocole. Et donc, elles peuvent pas être, par exemple, comparées à d'autres informations qui sont récoltées par d'autres participants, puisque ça ne veut pas dire que tout le monde a relevé la présence de cette orchidée sur sa prairie. Donc, ces informations, elles sont importantes pour le gestionnaire en lui-même. Il peut peut-être vouloir conserver cette information, mais elles ne peuvent pas être vraiment analysées parce qu'elles sont faites en dehors du protocole. Donc, c'est pour ça hein, qu'on demande un protocole aussi un peu, entre guillemets, carré, qui est un peu contraignant. C'est parce que grâce à ça, on peut comparer les observations entre sites ou dans le temps, c'est-à-dire on peut comparer les observations entre les années. Mais donc voilà, c'est un peu une limitation évidemment, hein, mais donc ces espèces qui sont prises en dehors des quadrats, en dehors des carrés, c'est une information qu'on peut conserver parce que c'est important pour soi en tant que gestionnaire, mais elles sont pas vraiment analysables directement. C'est un peu une liste complémentaire si vous voulez. Par contre, les espèces qui sont en dehors de la liste des 60 espèces du protocole mais qui sont notées, c'est-à-dire les autres plantes, entre guillemets, qui sont présentes. Ça, si vous les voyez dans les quadras, c'est des informations que vous pouvez compléter dans votre analyse. C'est-à-dire, pour le coup, celles-là, elles sont comparables. Si vous le faites chaque année, vous pouvez comparer dans le temps, sans souci. Merci beaucoup. J'ai quelques autres questions. Bon, certaines tu as déjà répondu. Je te les pose toutes d'un coup. Peut-on superposer les surfaces d'observation de propage avec celles de florilège? Et est-ce que florilège est pertinent après semence de mélange prairie fleurie par les services espaces verts sur un verger? Alors, pour la première question sur un propagé florilège, oui, c'est même quelque chose que vous pouvez noter lorsque vous rentrez votre information de votre suivi florilège. Vous réalisez en même temps un suivi propage sur le même site. Actuellement, on n'a pas, nous, d'analyse, entre guillemets, scientifique sur ces deux protocoles, parce que historiquement, ils sont disjoints, hein, on les a joints il y a que quelques années sur la même plateforme, mais dans l'idée, dans le futur, oui, on aimerait bien lier ces deux informations. Donc, ça peut être tout à fait intéressant à une échelle locale pour vous de lier les deux. Par exemple, de voir que cette gestion, elle est positive pour la flore, mais aussi pour les papillons c'est potentiellement intéressant de faire sur deux taxons différents, parce que deux groupes taxonomiques réagissent pas forcément de la même façon à des gestions, hein, évidemment. Donc c'est tout à fait possible, il n'y a pas de problème pour ça. Et pour l'autre question, qui était de mélange de prairies fleuries, oui, c'est quelque chose qui peut tout à fait être fait, sachant que le risque, c'est que vous trouviez, si vous mettez ce mélange, assez peu d'espèces finalement de la liste de florilège, parce que c'est des espèces sauvages pour lesquelles on s'intéresse. Et ces espèces de mélanges, généralement, elles vont avoir
une assez forte compétitivité, quoi. Donc elles vont souvent être celles qui vont être les plus abondantes sur les sites lorsqu'on les met en place. Par contre, ce qu'on peut observer, et ce qu'on est en train d'étudier d'ailleurs à travers une thèse d'un collègue ici, c'est de voir comment ces mélanges évoluent dans le temps. C'est-à-dire s'ils sont mis en place une année, on lance le programme Florilège, on a peut-être très peu d'espèces du protocole Florilège la première année, mais au bout de 2 3 ans, on va voir que notre mélange fleuri diminue largement en abondance parce que ces espèces sont pas particulièrement elles sont fleuries et elles sont compétitives lorsqu'elles germent, mais ensuite elles sont pas extrêmement compétitives dans le temps. Et du coup, elles vont disparaître au profit d'espèces plus sauvages. Et donc là, normalement, vous devriez voir apparaître dans le temps un cortège plus en plus fourni d'espèces issues du protocole. Donc pour moi, il y a un intérêt si on veut, par exemple, montrer que peut-être, bah voilà, on a mis en place notre mélange et on sait qu'au bout de 3 ans, il faut refaire ça parce que, ben, en fait, ce mélange, il tient pas dans le temps. Et le protocole florilège l'a montré. Je me permets de prendre la parole, parce que c'est moi qui ai posé cette question. Je suis désolée, j'arrive pas à mettre ma caméra, c'est très étrange. Bon, Aussi. je suis donc Nature en ville à Arcueil, et effectivement, moi je fais, en plus pour Nature 2050, je vais faire florilège sur un verger, mais où il y a ce semis de mélange, et je réaménage un parc par ailleurs, un gros parc où on va avoir la prairie fleurie, et je me dis, mais est-ce que c'est bien pertinent qu'il y ait de la prairie fleurie de planter? Ça va planter, c'est le cas de le dire, mes observations, quoi. Donc, j'aurais presque intérêt dans ce que j'entends, à la limite, à avoir certains espaces en prairie fleurie et d'autres que, si j'arrive à les préserver, à préserver en sauvage complet, quoi. Ah, oui, oui, je pense que ça peut être effectivement un bon compromis, oui. De Ouais. toute façon, c'est ce qui rentrerait dans. Ça ferait. Sauf que du coup, mon protocole, si je fais mes 10 carrés, je peux pas avoir 5 en sauvage et 5 en planté, quoi. C'est ça que je veux dire. Il faut vraiment que ce soit homogène. Normalement, oui, c'est ça, oui, c'est ça le risque, en fait, c'est si vous faites. Si Ouais, c'est. Oui, il faut rester normalement sur quelque chose d'assez homogène, ouais, ok, pour le protocole. Ouais. Ouais. merci. On va peut-être passer à. Parce que le temps file, on va peut-être passer tout de suite à propage. Normalement, Angélique, tu devrais pouvoir partager ton écran si j'arrête le partage. Yes. Alors, et n'hésitez pas entre-temps, si vous avez d'autres questions, à les poser dans le chat. On essaiera de vous répondre à la fin ou en privé directement sur le chat. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est tout bon. Alors, euh, comment je diminue le bandeau de zoom déjà? Tac. Ok. Alors, concernant le propage. Donc, propage déjà, c'est quoi? Propage, donc, comme vous l'avez compris, c'est un protocole de Viginature, tout comme Florilège, qui s'intéresse également aux gestionnaires d'espaces verts et naturels et qui vous propose de suivre les papillons de jour. Et comme vous l'a dit Martin, il a été créé en 2009, donc on a déjà un bel historique sur ce programme-là. On a trois grands objectifs, à la fois pour les gestionnaires et pour les scientifiques sur ce programme-là. Le premier étant d'évaluer la qualité écologique des espaces verts en lien avec la diversité et l'abondance des espèces de papillons, donc à la fois le nombre de papillons total qu'on trouve et le nombre d'espèces différentes qu'on trouve sur son espace. Le deuxième objectif, ça va être de comparer les communautés de papillons entre sites similaires en France et enfin de comprendre l'impact des pratiques de gestion sur ces communautés d'insectes. On a également un objectif de sensibilisation qui n'est pas négligeable avec ce type de protocole, puisque ça permet à la fois de sensibiliser les gestionnaires, les employés des espaces verts, les élus, enfin toutes les personnes qui sont autour en fait de la collectivité, de la structure qui va mettre en place le propage. Et ça permet également de sensibiliser le grand public, puisque c'est l'occasion de créer des échanges entre les équipes qui mettent en place le protocole sur le terrain et les citoyens qui vont passer sur ces espaces-là. On peut mettre en place de l'affichage également pour sensibiliser les habitants, par exemple, d'une collectivité. Alors concrètement, comment ça se passe le propage? Donc c'est un protocole déjà qui a été fait pour être rapide et facile à mettre en œuvre, donc pour que ce soit vraiment abordable et accessible à tous. La première étape, ça va être de sélectionner le milieu dans lequel on va vouloir faire son suivi. Et donc on va faire en sorte que ce soit un milieu qui soit homogène. Donc tout comme pour Florilège, on va vraiment se positionner sur un milieu et qui va être vraiment
un type de milieu bien défini. On ne va pas essayer de traverser plusieurs milieux différents sur notre suivi. On va remplir la fiche de gestion pour indiquer un petit peu les modes de gestion qui sont mis en place. Et sur ce milieu qu'on aura choisi, on va définir et parcourir un transect pendant 10 minutes. Donc un transect, c'est quoi? C'est un chemin, enfin, une ligne en fait qu'on va suivre qui va faire entre 100 et 300 mètres. Et donc l'important sur ce protocole, c'est d'y rester bien 10 minutes. Dans ce transect, qu'est-ce qu'on va faire quand on va le parcourir? On va identifier et compter les papillons qui se trouvent dans une espèce de boîte imaginaire de 5 mètres de côté, donc qui est représentée sur le schéma sur la diapo. Donc il faut vraiment imaginer un cube qui va être devant vous sur 5 mètres, de chaque côté de vous sur 2,50 mètres et également au-dessus de vous sur 5 mètres. Donc on pense bien à regarder dans les 3 dimensions et à regarder en l'air. Dans ce cube, on va regarder tous les papillons qui vont y passer et on va les identifier et les compter. Pour l'identification, j'y reviendrai après, on a tout un tas d'outils pour vous aider là-dessus. Également, une chose importante pour Propage, ça va être de renseigner les conditions météorologiques au moment du suivi. L'idéal, c'est de le faire avec un temps qui va être ensoleillé, où on n'aura pas de vent et, si possible, au moins 15 degrés. Tout ça parce que les papillons, ce sont des insectes qui sont très sensibles aux conditions météo. Donc il suffit qu'il y ait des nuages ou un petit peu trop de vent, un petit peu trop froid, pour qu'on n'en voie pas. Ça n'aura pas de lien avec la qualité de votre milieu, avec sa gestion. Ça aura vraiment un lien avec les conditions au moment du suivi. Donc autant que possible, c'est bien de les optimiser. On sait que c'est pas toujours faisable en fonction des années, en fonction de la géographie, en fonction de vos disponibilités également. Donc c'est très important de bien les renseigner pour qu'on ait des matières pour analyser vos données et savoir pourquoi on a eu peu de papillons sur ce site. En tout cas, avoir des indices. Ce passage donc de 10 minutes sur votre transect, vous allez le répéter si possible 3 fois par an, une fois autour du 1er juin, autour du 5 juillet et autour du 10 août. Ces dates, ce sont des dates qui sont des indications. Vous n'êtes pas obligé de passer le 1er juin tout pile. C'est à arranger en fonction de vos disponibilités et de la météo également. Et enfin, évidemment, transmettre vos données d'observation via la plateforme Internet dédiée, dont on vous parlera un petit peu plus après. En termes d'outils pour faciliter la participation, pour permettre la participation, vous avez plusieurs fiches qui sont disponibles. La première, ça va être la fiche Habitat, qui va vous permettre de caractériser le milieu sur lequel vous faites votre suivi. Donc, un transect doit correspondre à un habitat. Ce que je disais tout à l'heure, c'est important d'avoir son transect sur un milieu qui va être homogène. Vous avez 8 types d'habitats possibles qui correspondent à peu près à un peu tous les types d'espaces ouverts qu'on peut trouver. Et vous avez un type un peu plus particulier qui est la lisière de bois ou de forêt. Donc, par exemple, si vous voulez suivre une prairie, vous pouvez choisir de faire un transect en cœur de prairie. Donc, lui, vous allez le placer dans le milieu prairie. Et vous allez pouvoir choisir de faire un transect en lisière de prairie. Et celui-ci, ça correspondra à l'habitat numéro 8. L'important ici, c'est d'essayer de ne pas faire varier l'habitat sur le même transect. Donc, on ne va pas avoir un transect qui passe au milieu de la prairie et puis qui va suivre la lisière, puisque là, vous auriez 2 habitats différents sur le même transect, et c'est pas ce qu'on veut. Une fois que vous avez choisi le grand type d'habitat dans lequel vous vous placez, vous allez regarder un petit peu les différents types de questions qu'on vous demande. Par exemple, si vous êtes dans une friche, est-ce qu'elle est pâturée ou non? Est-ce qu'elle est fauchée ou est-ce qu'elle n'est pas fauchée? Avec quel type de fauche? Et est-ce qu'on a des arbustes ou pas? Et ça va vous donner un petit code habitat que vous pourrez renseigner ensuite au moment de votre saisie. On vous pose également des questions sur la gestion annuelle sur le transect, donc une fiche qui va être à remplir chaque année pour renseigner la hauteur moyenne de végétation, les milieux qui bordent votre espace et la gestion qui est mise en place. Donc est-ce qu'on a du semis, est-ce qu'on a de la fauche, est-ce qu'on a du pâturage? Tout ça, c'est des questions qui sont communes également avec Florilège, donc qui à terme, on espère, pourraient nous permettre de faire des liens entre les deux protocoles. Vous avez la fiche de relevé, donc l'idée c'est d'avoir une fiche de terrain qui va être une fiche par transect et par an. Donc vous avez en tête ici les informations qui ne vont pas bouger au long de l'année sur le transect, donc l'identifiant de votre transect, l'observateur ou les observateurs qui font le terrain, la longueur du transect et le code habitat que vous aurez défini auparavant grâce à la fiche dédiée. Vous avez ici sur fond vert tout ce qui va être le contexte du relevé. Donc la date, l'heure de début, l'heure de fin, qui nous permet de contrôler la durée pendant laquelle vous avez parcouru votre transect. Les éléments météo, donc température, couverture nuageuse et force du vent. Pour la couverture nuageuse et la force du vent, l'idée c'est de se référer aux catégories qui sont ici en bas de la page.
Et voilà. Et ensuite, vous allez avoir ici la liste des espèces du propage, parce que comme sur Florilège, avec propage, on est sur une liste restreinte. Donc on s'intéresse à 38 espèces et groupes d'espèces. Je vous détaillerai ça dans la diapo juste après. Donc vous avez une colonne par relevé, le relevé de juin, le relevé de juillet et le relevé d'août. Et l'idée, ça va être de noter pour chaque espèce, pour chaque ligne, le nombre d'individus que vous avez vus dans votre boîte imaginaire pendant vos 10 minutes de suivi du transect. Donc pour identifier justement ces 38 espèces et groupes d'espèces, on a un panel d'outils qui sont disponibles. Et donc le premier, ça va être la planche d'identification qui est sur feuille A4 et qui vous présente en fait ces espèces-là à peu près à grandeur nature, donc à peu près à l'échelle. C'est vraiment l'outil qui est important d'avoir sur soi quand vous faites votre relevé parce que ça vous donne des indications très visuelles et qui peuvent être assez rapides du coup pour pouvoir identifier les papillons, notamment en vol. Alors, on sait que l'identification des papillons en vol, c'est pas forcément quelque chose d'évident. Ça demande un peu de pratique. Donc vraiment, ne vous inquiétez pas si au début de vos relevés, vous avez un petit peu du mal ou ne vous découragez surtout pas. L'idée, c'est vraiment de pratiquer. Vous verrez qu'à force, vous verrez souvent les mêmes espèces, donc ça va finir par rentrer. Comme je vous disais, on travaille sur des espèces et des groupes d'espèces. Donc on a fait le choix de rassembler des espèces proches dans des groupes. Donc je vais prendre l'exemple ici des pierrites blanches. Qui est un groupe qui contient pas mal d'espèces différentes, pierrites du chou, pierrites du navet, pierrites de la rave et compagnie qui se ressemblent, qui ont toutes un peu la même allure. Donc, on les a rassemblés dans ce groupe des pierrites blanches. L'idée ici, c'est de vraiment faciliter l'identification des espèces qui sont proches et de limiter également les risques d'erreur. Vous avez également un guide, donc Papillons des jardins, des prairies et des champs, qui contient un peu plus d'espèces que les espèces du propage. Il en contient 52, mais qui peut être très utile pour vérifier vos identifications, puisque vous avez des photos du dessus et du dessous. Vous avez les milieux dans lesquels peuvent se trouver l'espèce, la période de vol également, qui est un critère non négligeable, puisque par exemple, si vous avez un doute avec une espèce printanière, alors que vous avez fait votre relevé en août, ça vous permet d'éliminer l'espèce printanière. Donc vraiment, quand vous cherchez à identifier les papillons, il faut prendre en compte tous les indices, à la fois l'allure du papillon, mais également le milieu dans lequel vous vous trouvez, la saison, la période de vol, etc. Et puis vous avez plein d'autres informations sur l'espèce de façon plus générale si ça vous intéresse, ainsi que les risques de confusion qui sont intéressants à consulter. Donc, comme pour les clés Florilège, si ce guide-là, on peut vous l'envoyer gratuitement sur demande. Donc, n'hésitez pas, on pourra vous mettre nos mails de contact pour vous envoyer des demandes si besoin. Enfin, on vous propose également des fiches confusion, donc des fiches qui concernent des espèces proches sur lesquelles on sait qu'il y a des risques de confusion, même avec toute la simplification dont je vous ai parlé. Donc ici, un exemple avec le flambé et le macaron, qui sont des espèces qui ont un peu la même allure, des grands papillons de couleur claire avec des motifs noirs, avec des queues. Donc c'est vrai que quand on débute, on ne sait pas forcément quoi regarder pour identifier les deux. Et en fait, tout l'intérêt de ces fiches, c'est vraiment de vous pointer les critères à regarder, de façon à ce que vous puissiez savoir où orienter votre regard pour identifier les papillons. Dans les petites astuces qu'on peut vous donner pour faciliter et l'apprentissage, ça va être de prendre un petit moment avant de mettre en place le transect, vraiment le protocole, donc avant les 10 minutes, pour faire le tour de votre prairie ou de votre espace suivi et regarder les espèces qui s'y trouvent. Donc là, vous pouvez prendre le temps de les approcher, de les prendre en photo. Si vous avez l'habitude d'utiliser un filet, pourquoi pas de les attraper pour prendre le temps de les identifier avec le guide, avec les outils et ensuite avoir plus de facilité à les identifier lorsque vous parcourrez votre transect pendant les 10 minutes. Et enfin, donc évidemment, la plateforme dont on parlera après pour saisir les données et sur laquelle vous pouvez retrouver tous les outils, mais aussi les bilans, les résultats et les actualités du programme. On voulait également insister un petit peu sur l'importance du rôle de la coordination au sein de la structure participante. Florilège et Propage ont une particularité par rapport à d'autres protocoles de sciences participatives, qui est que la personne qui va réaliser le terrain n'est pas souvent la même personne qui va saisir les données ensuite sur le site. Donc on a un peu ce découplage entre la réalisation du terrain et la saisie des données. Et bien souvent, le modèle qui est mis en place dans les collectivités, alors je vous fais des généralités, c'est pas toujours le cas, ça va être d'avoir une personne au sein de la collectivité, par exemple un responsable de mission, biodiversité ou espace vert, qui va
impulser la démarche propage et florilège dans la collectivité, qui va proposer le protocole à ses équipes de terrain, donc souvent les équipes de jardiniers, de techniciens des espaces, qui va mettre en place les formations, qui va rappeler à chacun à quel moment on va mettre en place quel protocole sur quel espace vert, quelle équipe va s'en charger, etc. Et qui ensuite va récupérer toutes les fiches de terrain et va faire la saisie des données. Donc ça, c'est vraiment un rôle qui est important d'avoir ce suivi-là. Sinon, c'est vrai que c'est des protocoles qui marcheront peut-être un petit peu moins bien que par rapport à d'autres protocoles de sciences participatives. Également, le coordinateur va avoir un rôle de restitution en interne aux équipes de terrain. Donc nous, à l'échelle nationale, on fait des restitutions nationales, donc on produit des bilans. Pendant les formations également, on peut produire des restitutions sur qu'est-ce qui s'est passé au sein de la collectivité. Mais c'est vrai que c'est important que la coordination au niveau local soit capable de faire un retour aux équipes de terrain qui n'ont pas forcément accès aux outils informatiques dans le cadre de leur travail et pour qui c'est important d'avoir un retour sur ce qu'ils font, puisque c'est eux qui concrètement récoltent la matière. Donc pour garder une bonne dynamique et une motivation, c'est bien aussi de leur faire un petit retour sur, bah voilà, cette année, au total, vous avez vu tant de papillons, tant de plantes différentes et toutes les petites restitutions que vous pouvez imaginer aussi en interne. Je vais terminer la présentation par vous présenter quelques résultats de ce protocole au niveau national. En termes de participation, en 2023, on a eu 61 structures qui ont fait les relevés sur 437 transects, et donc ça correspond à quasiment 12 000 papillons observés. Sur ce protocole, on a beaucoup de concentration de transects suivis en Île-de-France, qui est liée au fait que l'animation, historiquement, s'est basée à Paris, vu que le muséum et Noé sont tous les deux basés à Paris. On a plus de facilité à faire des formations en Île-de-France. On a également une grande dynamique dans les Hauts-de-France avec, à une époque, une antenne de Viginature qui était dans les Hauts-de-France et puis également une association Nord Nature qui est très active autour du propage dans cette région-là. Et puis d'autres régions qui participent pas mal, notamment Auvergne-Rhône-Alpes par exemple. Et donc on essaye d'avoir cette démarche de venir de plus en plus en région, de se faire connaître aussi au sein des réseaux locaux pour déployer propage et florilège un peu plus en région. Donc si vous avez aussi connaissance d'ailleurs de réseaux territoriaux, de réseaux locaux dans lesquels on peut mettre en place les protocoles, enfin en tout cas diffuser les protocoles, n'hésitez pas à nous mettre en contact ou à leur diffuser les informations. Nous, on est vraiment preneurs aussi de ce type de diffusion-là. On vous a fait également un petit graphe pour vous montrer la participation pardon, depuis 2009. Donc vous voyez qu'on a une participation avec globalement une dynamique de croissance, même si on s'est stabilisé ces dernières années, avec un petit trou évidemment en 2020 pour cause de raisons sanitaires. Et également sur ce graphique, on a indiqué le nombre de passages par transect qui est mis en place. Donc la plupart des transects mettent bien en place les 3 passages, ce qu'on voit ici sur la zone claire. Et pourquoi est-ce qu'on a voulu insister là-dessus? C'est parce qu'en fait, au long des 3 passages, vous n'allez pas forcément voir les mêmes espèces. Dû à la phénologie des papillons, on ne verra pas les mêmes espèces en juin qu'en août. Par exemple, un chiffre qu'on avait calculé en 2022, c'était que la richesse moyenne, donc le nombre d'espèces différentes, était de 3 espèces par session. Si on regarde l'ensemble des sessions de l'année sur un transect, la richesse moyenne, elle passe à 7. Donc on va plus que doubler le nombre d'espèces de papillons qu'on a vues en suivant les 3 sessions préconisées. Donc vraiment, autant que possible, ça va être important de suivre ces 3 sessions. Ici, un petit graphe sur lequel je ne vais pas m'attarder, mais où le message clairement qu'on veut vous faire passer, c'est que vous avez beaucoup d'espèces qu'on va pas beaucoup voir. C'est la grande colonne ici qui est juste à droite, qui correspond en fait à un nombre d'espèces avec une abondance qui est proche de 0. Donc on a beaucoup d'espèces qu'on voit peu sur les suivis propage. Et ici, tous les petits points qu'on voit se détacher au fur et à mesure sur la droite du graphique, ça va être les espèces qu'on va voir beaucoup. Donc avec en largement en tête, donc très très décalé sur la droite, les pierrites blanches qui sont vraiment en tête de tous les suivis de papillons. Et puis, vous voyez qui se détache finalement une dizaine d'espèces que je vous ai représentées juste ici, donc qui sont vraiment les espèces les plus communes sur le propage. En top 3, généralement, on observe les pyrides, les licènes bleus, donc tous les petits papillons bleus, et les myrtilles qui sont un peu notre top 3 de nos suivis propage. Donc le message ici qu'on veut vous faire passer, c'est tout simplement de ne pas dramatiser le fait d'identifier 38 espèces différentes. Quand on ne connaît pas du tout, ça peut être compliqué. Mais finalement, on voit toujours les mêmes. Donc déjà, si vous connaissez ces 9-10 espèces de base, bah, ça sera déjà une très bonne base pour vos suivis propage.
Rapidement, quelques éléments sur l'effet de l'habitat sur la richesse en papillons observés, sur le nombre d'espèces donc, qu'on observe par transect. On a deux habitats qui se dégagent un petit peu par rapport aux autres sur le nombre d'espèces qu'on observe sur les transects, donc qui sont les friches et les prairies, qui sont les deux habitats qui présentent la plus grande diversité, la plus grande richesse en espèces de papillons. Et on a également un résultat tout à fait similaire sur l'abondance totale. Donc ce sont sur ces milieux-là qu'on voit le plus de papillons. Pour autant, ça nous intéresse d'avoir des suivis dans tout type d'habitat. Donc ici, ça un graphique qui vous montre un peu la proportion d'habitats suivis dans le propage. Et on voit que la grande majorité, donc 44% des transects, se placent dans des prairies. Comme on vous avait dit là juste avant, les prairies, c'est des milieux qui sont riches, donc on comprend qu'on a envie de les suivre. Mais c'est aussi important pour nous d'avoir des données sur des habitats qui sont a priori moins attractifs parce que tout simplement, ça permet de faire des comparaisons qui sont plus justes. Donc, par exemple, ici, vous voyez qu'on n'a que 3% de suivi sur des cimetières. Ça va être difficile de comparer les données qu'on a acquises sur seulement 3% des habitats suivis par rapport à une grande majorité de prairies. Donc, c'est important pour nous de diversifier, enfin d'avoir en tout cas une diversité de suivi, même sur des gazons, même sur des habitats qui sont a priori peu intéressants et peu attractifs. Bah, ça nous permet en fait d'avoir des vrais chiffres pour vraiment valider ce qu'on intuite sur l'attractivité de tel ou tel habitat. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que je n'ai pas été trop rapide. Je vois qu'il y a eu plein de questions qui ont été posées dans le chat, donc on va pouvoir répondre à tout ça tranquillement. Merci Angélique. Oui, on a quelques questions, notamment des questions par rapport à la température. Il y a quelqu'un qui demande si c'est possible de mettre en place le protocole quand il fait plus de 25 degrés. Et à côté de ça, il y a quelqu'un qui a demandé pour propage en été, lorsque les températures dépassent les 15 degrés tôt le matin, peut-on commencer le protocole avant les 11 heures? Oui, alors effectivement, les températures, globalement, je dirais peut-être jusqu'à 30 maxi. Au-dessus, effectivement, les papillons vont se cacher parce qu'il va faire trop chaud. Et donc, effectivement, si vous êtes en plein mois d'août dans le sud de la France, entre 11 et 17 heures, il fera trop chaud. Donc, adapter complètement les heures qu'on a données, c'est vraiment des indications. Il faut complètement adapter par rapport à votre site et à vos températures. Et également à ce que vous avez l'habitude de voir. Si vous vous rendez compte que bah, dans les quelques jours qui précèdent le moment où vous voulez faire votre suivi, les papillons sont présents à 9 heures et qu'après 10h30, il n'y a plus personne, allez-y à 9 heures. Il n'y a aucun souci là-dessus. Une question. Lorsqu'il y a peu de papillons le long du transect, on a tendance à marcher plus vite et on met parfois moins de 10 minutes pour le parcourir. Est-ce un problème? Oui, effectivement, on a tendance à aller plus vite, c'est vrai. L'idéal, c'est quand même d'essayer de passer les 10 minutes, tout simplement parce qu'en fait, c'est la pression d'échantillonnage que vous mettez sur votre transect, et c'est ça qu'on a envie de standardiser entre toutes les personnes qui vont faire le relevé. C'est pour ça qu'on préconise d'ailleurs plutôt la durée et qu'on laisse la longueur du transect un peu variable. Si vous savez que vous allez marcher vite, parce que par exemple, vous êtes sur un gazon et que globalement, vous savez que vous n'allez pas voir grand-chose, faites un transect peut-être un peu plus long. Mais dans tous les cas, l'idée, c'est d'essayer d'avoir une allure de marche qui va être lente, quitte à avoir l'impression de perdre 10 minutes, hein. On ne sait jamais, vous pouvez toujours voir une pierride ou un tierciste qui passe à la fin de vos 10 minutes. Donc, ouais, essayez quand même de ralentir le rythme. Et si jamais vous n'avez pas réussi et que vous avez fait plus court, eh ben, notez bien l'heure de début, l'heure de fin, pour que ce soit des données qu'on puisse avoir et prendre en compte quand on fera les analyses. Et juste pour compléter, peut-être, c'est assez fréquent quand même de ne pas voir de papillon tout court lors de son passage. Du coup, bah, c'est pas grave en fait. C'est juste que bah, au moment où vous avez fait votre transect, vous n'en avez pas vu. Peut-être que l'année suivante, au même moment, vous en verrez plein. Mais en tout cas, il faut pas refaire le transect ou le décaler d'une journée parce que vous en avez pas vu. C'est tout à fait normal dans le cadre de ce protocole que parfois vous ne voyez pas de papillons lors de votre comptage alors qu'il y en a sur votre prairie à ce moment-là. Et ça, c'est pas un souci. Il faut pas vraiment se bloquer avec ça. C'est vrai que c'est frustrant, mais on a autour de 20% des transects qui sont vides. Et c'est même assez peu en fait. C'est normal, enfin, normalement d'avoir des transects vides et c'est une information tout aussi importante que d'avoir vu plein de papillons. Et effectivement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, si vous voyez
un papillon qui vole pendant vos 10 minutes, mais qui n'est pas sur votre boîte imaginaire, malgré toute la frustration que ça engendre, il ne faudra pas le compter dans votre protocole. Voilà, on sait que c'est vraiment un gros point de frustration. Euh, Vous pouvez noter l'information ailleurs pour vous, pour vos informations d'inventaire et compagnie, mais ça rentrera pas dans le cadre du protocole, malheureusement. Voilà. Alors, il y a eu plein de questions entre-temps. On me demande, est-ce que le protocole est adapté à la région méditerranéenne? Je pense notamment aux périodes d'inventaire. À Montpellier, les floraisons sont importantes en ce moment. Par contre, nous n'avons plus grand-chose en plein été et l'an dernier, il n'y avait aucun papillon en juillet lors du passage. Oui, alors pour l'instant, on reste sur ces dates-là partout en France. Effectivement, on a bien conscience que ça se décale un peu dans le sud. Néanmoins, ailleurs d'ailleurs, on zappe toutes les espèces de printemps avec Propage, puisqu'on propose pas de suivi très tôt dans la saison. Donc ça, pour le coup, en ce moment, on commence à en avoir aussi en Île-de-France et c'est des espèces qu'on ne prendra pas en compte. Donc pour l'instant, on préconise de rester sur ces dates-là. Après, à voir peut-être, bah, je me dis dans les années qui suivent, avec le réchauffement et compagnie, si ça vaudra le coup de voir s'il y a vraiment un décalage qui commence à se mettre en place. Martin, je parle sous ton contrôle, mais ce sera peut-être des études, ou en tout cas des analyses qu'on pourra essayer de mener, voir un peu géographiquement comment les choses se répartissent avec la phénologie. Mhm. Mais, pour l'instant, on reste autour de ces trois dates-là sur les suivis. Oui, c'est important de faire les trois dates à peu près, hein. On n'est pas quand même sur la date précise, on est à plus ou moins 15 jours. L'important, c'est d'avoir aussi 15 jours de décalage entre les passages, en fait. Donc, si on fait son premier passage tardif, on fait pas son deuxième passage tôt. Du coup, c'est ça que ça veut dire. Mais on n'est pas fixé sur une date très très précise non plus. C'est juste que là, on va suivre un cortège qui va plutôt être le cortège, on va dire, d'été, vraiment. Donc, comme disait Angélique, on va rater les espèces à une phénologie plutôt printanière, mais dans beaucoup d'endroits. Après, oui, c'est ce qui est possible par contre de faire lorsqu'on est en zone méditerranéenne, c'est de faire peut-être plus de passages parce qu'on peut être intéressé par des espèces printanières. Et ça, c'est tout à fait possible d'enregistrer des passages supplémentaires. On n'est pas obligé d'enregistrer que trois passages dans Propage. Sur la plateforme, vous pouvez enregistrer autant de passages que vous voulez. Le seul fait, c'est que nous, dans nos analyses, lorsqu'on va comparer des sites, on va utiliser les données qui sont plutôt proches des passages officiels, entre guillemets, mais vous pouvez faire quatre cinq passages, et donc des passages printaniers, ou plutôt parce que vous êtes en zone méditerranéenne, et donc pour vous, à votre échelle locale, conserver l'information de ce suivi-là pour peut-être avoir à terme des restitutions à votre échelle locale de la diversité qu'il y a dans son ensemble sur votre site. Mais par contre, voilà, ça rentrera pas forcément dans les analyses nationales quand on va comparer des sites dans l'espace. Du coup, voilà ce qui est possible de faire, hein. Faut savoir que c'est possible d'enregistrer des passages supplémentaires. Autre question sur les supports de communication. On a vu passer dans ton diapo, Angélique, des supports de communication pour le grand public quand on passe à proximité des parcelles suivies. Il demande où est-ce qu'on peut télécharger ces documents. Et bien justement, c'est quelque chose sur lequel moi je suis preneuse d'avoir des retours. Donc justement, de savoir si c'était des choses qui vous intéressent en tant que participant au propage. C'est quelque chose qu'on avait fait par le passé, de proposer des panneaux modifiables où vous pouviez ajouter le logo de la collectivité. Si c'est quelque chose qui intéresse, j'aurais juste un travail en amont de remise à jour de ces panneaux, parce qu'ils commencent à être un peu datés, je vous l'avoue. Mais c'est vrai que s'il y a de la demande, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait retravailler et reproposer. Il y a Et, au moins deux personnes intéressées. Il demande, enfin, et il y a d'être même la chouette. question sur Florilège si ce genre de support existe. Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre mon mail de contact dans le chat. Comme ça, je vous propose de m'envoyer un petit mail. Et comme ça, j'ai vos contacts. Je sais que c'est vous qui êtes intéressé. Et je peux voir pour retravailler sur ces supports. Ouais. Sachant qu'on dans le cadre d'une thèse hein, qui va utiliser les deux protocoles, on réfléchit peut-être à mettre à jour ces supports. Donc, c'est pas improbable que l'on propose à terme de nouveaux types de supports aussi, qui seraient dérivés du coup de ceux qui sont développés dans le cadre de la thèse pour informer sur la mise en place des protocoles. Donc, c'est des choses qu'il est assez probable qu'on ajoute dans les ressources des deux protocoles. Et du coup, j'en profite pour vous dire que si vous n'êtes pas inscrit sur la mailing list de Propage et de Florilège,
N'hésitez pas à nous faire un petit mail pour qu'on vous ajoute, parce que c'est dans ce canal-là qu'on communique quand on sort des nouveaux outils, des bilans, etc. Et également sur la rubrique actualité de la plateforme, donc vous pouvez aller regarder de temps en temps. Mais si vous voulez avoir directement les informations des programmes, bah, faites-nous un petit mail à nos mails de contact et on vous ajoutera dans notre liste de diffusion. Il nous reste quelques personnes qui sont intéressées pour les supports de communication. Il y a des personnes qui aimeraient avoir les présentations aussi, si c'est possible, pour les présenter aux habitants, aux techniciens, aux élus et qui sont motivés. Et qu'est-ce qu'on a comme question? Il y a quelqu'un qui demande, afin d'encourager les participants, quel est l'intervalle de temps entre la collecte des données sur la prairie, donc c'était pour Florilège, et la réception des résultats de l'analyse de ces données. C'était, alors sur ça, je peux peut-être répondre. Ouais. Ça, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, hein. Pour l'instant, on n'a pas d'outil automatisé de restitution des données, et les données ne parleront pas avant quelques années. C'est-à-dire lorsque vous faites votre premier relevé, vous allez avoir une information, un T0, mais ce T0 en lui-même, il n'a pas, enfin, il contient pas énormément d'informations. Cette information, elle va venir dans le temps. C'est pour ça que je disais que c'est assez important lorsqu'on se lance dans Florilège de penser un petit peu long terme. C'est à partir de quelques années qu'on peut voir une évolution, un changement, peut-être et qu'on a assez de données aussi pour pouvoir comparer avec d'autres sites. Et ensuite, si vous voulez une analyse, alors soit vous avez des compétences en interne pour analyser ces données, et donc vous pouvez le faire en téléchargeant les données directement, soit vous nous contactez pour qu'on essaye de travailler ensemble sur ça. Sachant nous, on est quand même assez limité, hein, comme je vous le disais, sur notre temps ressources humaines et temps financier pour pouvoir faire ça pour chaque collectivité. Mais on essaye de le faire le plus possible. C'est-à-dire que si vous êtes aussi particulièrement un participant, entre guillemets, ou une collectivité qui participe beaucoup, oui, évidemment qu'on va essayer de vous encourager en faisant des analyses sur les données pour effectivement motiver les participants. Et ce qu'on espère, c'est qu'à terme, alors bon, c'est toujours difficile de donner une fourchette de temps parce qu'on est contraint par nos budgets et notre temps, mais à terme, d'ici 2 ans, j'espère, en tout cas, ou peut-être plus court, on ait des premières restitutions qui soient disponibles directement en ligne. Et ça serait l'outil idéal. Autre question, je suis pas sûre de l'avoir posée. Pour Florilège, il était évoqué qu'il fallait faire les relevés avant les fauches. Or, dans le sud, pour des questions de prévention incendie, les fauches ont lieu de mi-mai à fin juin. Donc, une partie des sessions se feront après. Quelles sont vos recommandations et qu'en est-il pour Propage? Alors pour la zone méditerranéenne, effectivement, bah, dans notre groupe de travail, on a des collectivités hein, sur le développement de florilège méditerranée. Cette question a effectivement été posée, et elle est vraie puisqu'on a déjà travaillé sur Montpellier, par exemple. Et il y a effectivement cette difficulté. L'idée, c'est de supprimer un peu cette contrainte, en particulier pour la zone Méditerranée, c'est-à-dire supprimer cette contrainte de temps en laissant au gestionnaire la capacité de décider à quel moment c'est le plus malin, le plus intelligent de faire le relevé. Parce que, en fait, le gestionnaire, en général, est la personne qui sait mieux que nous quand il faut faire le suivi sur un site, parce que c'est le moment où il y a le plus de fleurs et que c'est le plus facile d'identifier les espèces, et surtout que c'est avant une fauche qui, évidemment, enlève tout. Du coup, il y a l'idée, en tout cas pour Florilège Méditerranée, de supprimer, entre guillemets, cette contrainte de fenêtre et peut-être même d'enlever cette contrainte pour l'ensemble du protocole florilège, dans le sens où peut-être à terme, on laissera aux participants le choix de la date pour mettre en place le protocole florilège, parce que bah, il est en capacité de décider que c'est le meilleur moment. Le problème des fauches, hein, c'est que si évidemment vous le faites après une fauche, c'est évidemment beaucoup plus difficile d'observer les espèces. Après, il peut y avoir plusieurs fauches sur un site florilège, hein, mais du coup, il faut attendre que ça repousse un minimum. Voilà, parce qu'il y a des sites florilèges qui peuvent être sous contrainte très forte de gestion, des tontes à 7 cm. Donc un gazon, par exemple, peut être suivi dans le cadre de florilège. Mais les espèces qui vont survivre à cette pression de gestion, ça va être des espèces qui sont intégrées dans Florilège parce qu'elles résistent à cette pression. Ça va être le grand plantain, ça va être la pâquerette, ce genre de choses qui résistent en fait à ces pressions-là.
Et pour compléter sur la question par rapport au propage, en fait, dans la caractérisation de votre habitat et dans la gestion annuelle, vous vous renseignez si c'est des fauches qui sont précoces, tardives, ou s'il n'y a pas de fauche du tout. Donc en fait, vous pouvez faire propage même s'il y a eu des fauches juste avant, puisqu'on saura derrière, nous, quand on va faire des analyses, que bah, potentiellement, il y a eu une fauche précoce qui a été faite au mois de juin. Donc les papillons au mois de juin que vous avez vus, ils auraient été observés juste après la fauche. Euh, ça pose pas de problème, ça sera du coup intégré dans les données qu'on récolte sur la gestion que vous mettez en place. Il est bientôt 11 heures. Oui. Une dernière question peut-être? Euh, alors, le bilan d'observation du nombre de papillons et des espèces est-il en évolution positive pour propage? Une évolution positive. Alors ça, sur le bilan d'observation du nombre de papillons au global, euh, alors on n'a pas fait d'analyse spécifique sur ça, parce que ça dépend évidemment du nombre de sites qui sont suivis chaque année, etc. Donc c'est une bonne question. J'aurais tendance à dire que oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que les espaces, pourquoi aussi on s'intéresse aux papillons dans les espaces verts urbains et dans les prairies urbaines ou ce genre de milieu, c'est parce que, étrangement, entre guillemets, les espaces urbains sont en fait plutôt un havre de paix quasiment pour ces espèces-là, en tout cas un refuge, parce que des espaces ouverts comme ça, qui sont des prairies gérées en mode prairie, etc., en milieu naturel, on en a quand même parfois de moins en moins. Et donc les espaces verts urbains, s'ils sont en tout cas connectés à l'ensemble du reste de la biodiversité, à d'autres espaces un peu plus naturels ou agricoles, vont être quand même des zones très intéressantes. Donc, on peut s'attendre, si on compare par exemple le nombre de papillons dans les zones agricoles au nombre de papillons dans les zones urbaines, enfin dans les espaces verts urbains suivis dans le cadre de propage, c'est vrai qu'on pourrait s'attendre à ce que on ait un côté positif dans les espaces verts urbains. Et alors, plusieurs personnes étaient intéressées par les outils de communication dont tu parlais, Angélique. Est-ce que tu envoies à tout le monde? Est-ce que tu as les contacts de toutes ces personnes ou est-ce qu'il faudrait que chacun t'envoie un mail? Oui, moi je veux bien que vous m'envoyiez un mail, ce sera peut-être plus simple pour le suivi. Je vous remets les contacts. On vous refera un email à toutes les Ouais, personnes inscrites pour faire ces petits rappels. Juste un point sur les présentations. Donc la vidéo du webinaire, si ça a fonctionné, l'enregistrement sera en ligne. Donc vous pourrez utiliser ce support pour communiquer euh, à d'autres personnes et on pourra mettre en ligne, je pense, une version du PowerPoint aussi. oui, Euh, Si vous voulez, en tout cas, on vous l'enverra à ceux qui étaient inscrits. tout à fait. Et pour la formation au muséum, oui, effectivement, je vais renvoyer un email à ce sujet pour ceux qui se sont inscrits dans cette semaine normalement. Donc les inscriptions sont toujours ouvertes, donc pas de souci. C'est tout bien enregistré. Eh ben, c'est tout bon côté questions. J'espère que j'ai oublié aucune question. Donc on va arrêter là. On n'aura pas eu le temps de faire la saisie des données, mais ça, il y a le tutoriel qui est en ligne. Et si vous avez des soucis, il n'y a pas de problème. Vous pouvez revenir vers nous, nous contacter. Et enfin, la plateforme est très facile d'accès hein, en général. Et n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez quand même des questions sur cette plateforme-là. Voilà, il est 11h02. Merci à tous pour votre présence et vos questions. En tout cas, c'est content de voir de l'intérêt pour ces protocoles.